Bienvenue à Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend. Aujourd'hui, on aborde un terme qui tourne autour d'une initiative assez importante qui provient de la maison Jean Lapointe, soit le défi 28 jours sans alcool. Au-delà de notre philosophie d'action où la sobriété y est au cœur, il va de soi que tout processus de rétablissement s'entame par des réflexions ou des prises de conscience qui, parfois, sont favorisées par ce genre de défi et bien sûr, les actions qui en découlent. Mais prendre une pause dans sa consommation, c'est bien plus qu'un simple défi ou une expérience temporaire. C'est un moment où on se retrouve face à soi-même, à ses habitudes, à ses mécanismes d'adaptation et surtout à ce que l'on tente d'éviter ou d'apaiser. Et pour certaines personnes, c'est une prise de conscience marquante, alors que pour d'autres, c'est un premier pas vers un changement plus profond. Donc plus tard, durant ce podcast, on va accueillir quelqu'un. Je dis bien, plus tard dans ce podcast, on va accueillir quelqu'un. Mais bien sûr, avant de l'accueillir, j'aimerais qu'on prenne un moment, bien sûr, pour intégrer toute l'équipe. Alors, les voix que vous entendrez aujourd'hui sont celles de Sophie, Isabelle et José. Et bien sûr, moi, bonjour, je m'appelle Sébastien. Vous commencez à être habitué à mon patois. Alors, pour bien entamer la conversation, on va faire un petit tour de table à savoir qu'est-ce que ça signifie réellement entamer ce genre de démarche-là. C'est quoi les enjeux, les prises de conscience qui peuvent émerger quand notamment une personne décide d'interroger sa relation avec une substance. Donc, mes collègues Isabelle, José, Sophie ont eu l'occasion d'avoir accès à des questionnements préalables, bien sûr, pour qu'on puisse bien commencer sur une bonne note. Et j'avais envie, à titre d'intervenant, je crois qu'on est confronté à des histoires d'espoir, des histoires de résilience et aussi des histoires de difficultés. Et parfois, les personnes arrivent dans notre bureau et c'est tout récent qu'ils ont arrêté la consommation d'une substance. Ça peut être l'alcool comme ça peut en être une autre. Bien sûr, aujourd'hui, on fait référence à la substance qui est l'alcool en particulier. Et il y a plusieurs mythes, il y a plusieurs aussi des faux deuils un petit peu que je vois comme ça. Puis j'aimerais vous lancer sur cette conversation-là. On parle souvent par rapport aux substances qu'il y a des vrais deuils et des faux deuils. J'aimerais vous entendre sur justement c'est quoi les mythes auxquels vous êtes les plus souvent confrontés lorsqu'une personne arrive dans votre bureau et vous dit « moi, si j'arrête de consommer, voici ce que je crains qui va arriver. » Parce que moi, personnellement, si je peux lancer la balle, quand je fais la distinction entre les deuils réels et les faux deuils, un deuil réel, c'est le deuil de l'effet euphorique. Mais un faux deuil auquel je suis souvent confronté, que j'entends souvent, c'est le deuil de « j'aurais plus jamais de plaisir sans consommation ». Et ça, je crois que c'est très répandu. Je ne serai jamais capable de m'intégrer facilement dans un groupe lors d'une fête où j'aurai jamais l'opportunité nécessairement de prendre la place que je prenais à l'époque en étant the party guy. Donc moi, je trouve que ça, c'est un deuil qui n'est pas nécessairement réel. Vous, est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit spontanément? Oui, moi, il y a quelque chose qui vient de monter. C'est tout en lien avec la socialisation. Si tu consommes, généralement, ton environnement est parsemé de gens qui ont relativement les mêmes habitudes de vie que toi. Donc, si tu décides de prendre un autre chemin, c'est-à-dire de modifier ta consommation, il peut y avoir une peur qui s'installe de te retrouver tout seul, de ne plus avoir de réseau autour de toi. Puis souvent, ça vient avec la croyance d'avoir une incapacité à rentrer sainement en relation avec les autres si je ne suis pas sous substance. Donc, ça peut être un frein. La peur de la solitude, la peur d'être un bout de temps sans avoir un réseau d'attache, à perdre des amis. Fait que ça peut être pour moi un deuil qui est à faire, mais aussi une peur qui est compréhensible. On entend souvent que l'alcool est comme un peu un remède liquide, du courage liquide, alors qu'une substance comme l'alcool va pas créer chez nous quelque chose qui n'était pas déjà présent. Tout ce que ça fait, c'est que on parle d'inhibition, bien évidemment, mais ça diminue l'anxiété qui est humaine, qui nous empêche d'un petit peu d'entrer en contact naturellement avec les autres ou de se comporter comme des singes et des sauvages. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est pas pour rien. Je pense que vous avez des images actuellement de gens qui se comportent d'une manière inadéquate là, sous les effets de l'alcool, mais je pense que ça ne donne pas des super pouvoirs. Là. Je ne deviens pas comme monsieur pas gêné, c'est juste les barrières, je les ai plus. Ces barrières-là, on va y être confronté lorsqu'on est à jeun, mais il y a une capacité, une façon de les confronter, il y a une façon de les outrepasser sans passer par les substances.
par rapport justement à tout l'aspect social qui est lié à la consommation, si je reviens avec l'idée du défi de 28 jours, je sens que c'est une belle opportunité de se mettre dans une position d'observation par rapport à notre entourage, puis de regarder, ben OK, c'est quoi les réactions autour de moi si moi je décide que pendant 28 jours, je consomme pas? C'est quoi les réactions que je reçois? Est-ce que les gens s'en rappellent? Est-ce que les gens sont acceptants? C'est-tu un mot, ça? Dans l'acceptation. Comment est-ce que les gens accueillent cette décision-là? Je sens que c'est ça. C'est une belle occasion d'observer les réactions que ça suscite autour de nous. Tout à fait. Isabelle? Ben, moi, je rajouterais que mes relations vont se mettre à être de plus en plus claires face à est-ce que c'est des relations de consommation ou c'est des amis sincères qui sont présents autour de moi. La sélection naturelle, un peu. Exactement, tout à fait. Puis je pense que ça peut être confrontant pour certaines personnes d'en arriver à la conclusion que je pensais pas que ma relation ne tenait qu'à ce fil-là. Puis ça peut être... Les gens vont possiblement choisir d'alimenter ça parce qu'on dirait qu'est-ce qu'ils veulent pas perdre. Ils préfèrent préserver des relations un peu basées sur des éléments moins solides que de toutes les perdre, essentiellement pour se respecter ou pour prendre une décision qui est la bonne pour soi. Là. Le sentiment d'appartenance qu'on recherche, je pense que c'est un besoin de se relier aux autres, mais quand on arrête, on réalise que se relier aux autres venait pas d'un besoin sain pour moi. Hein. C'était des relations qui étaient basées sur le paraître ou je cherche mes mots. Hein. L'élément festif, tu parles d'appartenance, là. Il y a beaucoup de ça à travers les moments où on se réunit entre amis puis que l'alcool prend une place prédominante. Fait que c'est clair que, notamment le mois de février, je trouve qu'il y a un défi, c'est qu'il y a des événements comme le Super Bowl qui est beaucoup associé au fait de manger, au fait aussi de festoyer. Donc, pour certaines personnes, ils peuvent voir ça comme étant une impossibilité, même pas, comme étant même pas une option qui s'offre à eux, mais je souligne le courage des gens qui vont outrepasser ce genre d'événement-là, parce qu'il y en aura toujours des bonnes raisons pour consommer. Donc, c'est pas ce qui se passe dans un mois qui devrait nous freiner, mais encore là, les défis sont importants parce qu'ils sont réalistes. Là. Moi, je fais un autre lien avec les événements festifs qui se passent en février, la Saint-Valentin. Ah, c'est vrai. Tu sais, je pense plus au Super Bowl qu'à Saint-Valentin. Moi, je pense beaucoup plus à Saint-Valentin que Normalement, on devrait boycotter le Super Bowl. Ah ouais. Ça, c'était mon éditorial politique. Merci, José. La Saint-Valentin, on a-tu encore le droit? Oui, on a le droit. OK. Je suis fan de ça. Mais qui est une fête où, qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup d'intimité qui est reliée à ça. Il y a peut-être même de la sexualité dans les croyances de plusieurs personnes. Puis quand on mélange consommation et sexualité, il y a tout un aspect au niveau de nos limites, au niveau de notre connaissance de nous, qui est beaucoup moins présent de par la désinhibition. Donc, se donner l'opportunité de vivre la Saint-Valentin à jeun dans notre défi 28 jours, pour moi, c'est une très, très, très belle occasion de mieux me connaître au niveau de mon intimité puis de mes besoins personnels. Hey, si ça se faisait vraiment facilement pour moi sous consommation, puis tout d'un coup, je trouve ça beaucoup plus difficile en étant à jeun, ben ça m'indique peut-être des choses sur mes réels désirs, mes réels besoins quand je suis pas en consommation. Les prises de conscience sont pas toujours agréables, mais sont supposées nous faire grandir. Donc, je vous inviterai à la maison à réfléchir, que ce soit dans le passé pour vous, que vous soyez encore que l'alcool fasse partie de votre vie ou les substances en général. Demandez-vous quels sont les réels deuils auxquels vous êtes confrontés, puis quels sont les deuils que vous vous imaginez pour voir, parce que ça devient des barrières à la fin de la journée. Donc, en réalité, le seul deuil, c'est vraiment l'euphorie associée spécifiquement à l'alcool et non l'euphorie en général et le plaisir en général. Donc, il y a un deuil, une acceptation, un lâcher-prise à faire, mais par rapport au reste, je peux-tu aller trouver des pistes qui m'amènent vers ce que je veux comme mode de vie sans me mettre moi-même mes propres bâtons dans les roues, parce que c'est ça qui se produit. Là. Il y a aussi, je pense, pas un mythe, plus une constatation. Il y a beaucoup de gens qui associent la sobriété ou l'abstinence, sobriété comme plus un idéal, mais utilisons le terme abstinence, à une privation au lieu qu'à une opportunité. Tu sais, j'entends souvent « j'ai pas le choix ». Pourquoi? Pour quelle raison les gens tendent à voir ça comme une obligation plutôt qu'un choix ou une opportunité de changement, selon vous? On en pose une bonne, hein? Quelles sont vos théories? Tu sais, dans l'étymologie de l'abstinence ou de la... Non, je vais garder avec l'abstinence. Je m'abstiens. Donc, il y a quelque chose auquel je me donne pas accès. Fait que, de prime abord, c'est une privation.
Mais si on va un peu au-delà de ça, puis je reviens à la discussion qu'on avait avant, c'est une opportunité de se découvrir, c'est une opportunité d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les gens autour de nous aussi dans un contexte différent. Bien, pour moi, j'ai pas besoin de pousser la réflexion très loin pour que la liberté prenne beaucoup plus de place dans l'abstinence que la privation. Isabelle? Bon, ben, pour moi, ça va. Pour moi, l'abstinence, si je dis j'ai pas le choix, c'est parce que je me responsabilise pas de ce qui est bon pour moi. Parce que à la base, si je connais pas mes besoins, ben, je peux pas y répondre. Mais en étant abstinent, ce 28 jours-là, il offre l'opportunité de voir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est difficile d'arrêter, est-ce que je suis obsédée par ça. Et c'est de se repositionner à OK, j'ai le choix parce que je viens de le tenter. Qu'est-ce que je fais avec ce choix-là? Hein? Je suis responsable de dire est-ce que je désire prendre soin de moi ou je désire suivre un chemin que je connais qui m'anesthésie? Le choix de mots. Ben oui, il y a de la privation. Puis c'est une réalité parce que tu es en train de te priver d'un mode de vie que tu utilises depuis des années et des comportements qui, à la base, ont été salvateurs, libérateurs. Ils t'ont sauvé de quelque chose, souvent d'un grand, grand mal de vivre à l'intérieur de toi. Donc, de commencer à choisir à te priver de ça, c'est de renoncer à ta bouée de sauvetage. Mais tu sais pas nager encore. Fait que tu paniques intérieurement. Si je me prive de ça, à quoi je vais pouvoir m'accrocher d'autre? Fait que je pense que c'est pour ça qu'on le voit par la négative d'une certaine façon, parce que c'est rempli de peur. Là, vous me demandez de me priver de ce qui m'a permis de survivre dans ma vie. Mais comment je vais faire ça? Mais c'est justement en arrêtant le comportement que je vais découvrir qu'il y a d'autres façons de faire face à ma vie puis à mes peurs. Fait que c'est pour ça que l'abstinence est si importante. C'est le premier pas pour justement aller confronter ces peurs-là puis trouver d'autres avenues. Mais moi, je comprends très bien cette résistance-là parce que c'est quand même quelque chose qui a été important dans mon parcours de vie, là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de comparaisons. Pourquoi mon voisin est capable, puis moi non? Donc, un peu une impression de perte de pouvoir sur sa vie, une impression d'aliénation, c'est un mot fort, là, on s'entend-tu? Puis je le vois, là, fait que de préserver le libre arbitre à l'intérieur de soi, je pense que ça passe beaucoup par le choix de mots, mais comment je les intègre, ces mots-là. Je fais le choix conscient. Si je veux expérimenter autre chose, voici les moyens par lesquels ça passe. Et l'abstinence en fait partie, pas parce que la société me l'oblige ou parce que mon intervenant me l'oblige ou parce que ma femme me l'oblige. Si je veux obtenir un état d'esprit souhaitable ou vivre des émotions positives, voici moi, mon histoire, et pour toutes sortes de raisons, je lâche prise le plus possible dans l'acceptation face à, bon, mais ma réalité, c'est ça pour toutes sortes de motifs. C'est difficile, mais c'est comme ça, je l'accepte. Là, il peut se passer 8 mois là, entre cette affirmation-là. Et maintenant, voici ce que je veux. Et voici les moyens qui correspondent. Fait que c'est pas tant, je me prive de quoi. Oui, je suis d'accord avec Josée dans le sens où il y a une privation. Et en même temps, cette privation-là, quand je me prive de quelque chose d'autre, ben, je m'octroie autre chose. Donc, ça dépend. C'est une question de choix rendu là. C'est-tu de la privation? C'est un choix. En tout cas, je trouve ça pas mal intéressant. Est-ce que vous avez d'autres théories par rapport à pour quelles raisons on tend à voir ça plus comme étant une privation qu'une opportunité? Oui, c'est une question de choix, mais moi, je dirais qu'avant d'en arriver à être capable de faire un choix, il y a bien des peurs à aller rencontrer et démystifier. Puis, tu sais, le défi 28 jours, ça peut être aussi une très belle façon de se convaincre qu'on est capable d'arrêter n'importe quand. Donc, il y a des gens qui vont utiliser ce 28 jours-là pour dire « Tu vois bien que j'ai pas de problème, j'ai été 28 jours sans consommer Voilà. et ça ne m'a pas manqué. » Donc, ça peut être justement une façon de venir renforcer ta dépendance, dépendamment de comment tu vas l'utiliser. Donc, ça aussi, c'est à regarder parce que pendant 28 jours, tu vas avoir juste hâte à la 29e journée pour repartir sur ton comportement. Donc, ça passe, hein? Oui, exactement. C'est très intéressant, mais il y a des gens qui vont dire « Oui, je suis capable d'arrêter mes comportements ou de consommer quand je veux. La preuve, je fais le défi 28 jours depuis, je sais pas, moi, 5 ans. »
OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique de dépendance parce que tu es capable d'arrêter 28 jours. Au contraire, il y a peut-être quelque chose de très intéressant à aller regarder là-dedans. Tout à fait. Pendant que je configure l'arrivée de notre invité, que vous allez bientôt entendre dans vos oreilles, j'aimerais ça vous entendre juste par rapport au caractère un peu, le marchandage, la négociation qu'il y a beaucoup. Puis je vois que ça peut être un couteau à double tranchant, dans le sens où je négocie un peu avec moi-même. OK, ça peut être une opportunité de faire des prises de conscience, mais je vais faire quoi avec ces prises de conscience-là? Je sais pas si vous le remarquez quand même je pendant 28 jours, j'arrête, mais le 29e, j'ai hâte de recommencer. Est-ce que j'ai bien utilisé ce 28 jours-là? Donc, comment bien l'utiliser, justement? Comment on devrait se servir de ces 28 jours-là? Quelle réflexion on devrait avoir à l'intérieur de nous en priorité, disons-le comme ça? Là, je compte sur vous parce que moi, il faut que je configure. Pour moi, le mot qui monte quand on parle d'être en observation, de se regarder, de se permettre de faire des prises de conscience, c'est la bienveillance. Si je me mets au défi d'essayer 28 jours sans consommation, puis que je le sais déjà que moi, si je réalise que j'ai peut-être potentiellement une dépendance, je vais me dévaloriser, je vais me taper sur la tête, je vais me comparer aux voisins, je vais me demander pourquoi moi j'ai ça puis quelqu'un d'autre n'en a pas, bien, je me garantis une expérience de prise de conscience beaucoup moins douce puis beaucoup moins agréable. C'est sûr que de base, prise de conscience puis douceur, ça va pas toujours ensemble, mais si on peut essayer, au moins essayer, de se donner un petit peu plus de bienveillance dans le processus en se disant, OK, je sais pas qu'est-ce que ça va me donner au bout de mon 28 jours, mais le défi supplémentaire que je me donne, c'est que peu importe la prise de conscience que je fais, j'évite de me comparer, j'essaie de me prendre tel que je suis, puis simplement d'observer, sans suranalyser, sans critiquer, juste accueillir. J'aime le terme « constater ». Pendant que j'invite Lise à peut-être faire un 2, 3 tests pour voir si ça fonctionne. Bonjour, la belle gang de Doremi. Super. Bonjour, Lise! Alors, Lise, ça fonctionne super bien. Je vais laisser Isabelle et Josée peut-être faire du pouce sur ce que Sophie a nommé. Ensuite de ça, je reviens tout de suite à toi, Lise. Donc, je t'invite à fermer ton micro et à regarder mes petits magrets de pouces. Alors, Isa, Josée, vouliez-vous ajouter quelque chose par rapport à comment bien utiliser ces 28 jours-là? Bien, moi, je pense que c'est une belle opportunité de dire, OK, j'ai été capable d'arrêter, mais est-ce que je suis capable de rester arrêtée? C'est d'observer, OK, j'ai relevé le défi 28 jours, mais est-ce que je suis capable d'envisager de maintenir ça sur du long terme? Puis, tu sais, si je ne suis pas capable, pourquoi? C'est quoi les croyances, justement? Hein? On parle de les prises de conscience qui viennent au travers de ce 28 jours-là. C'est qu'est-ce que je vais en faire? Puis c'est quoi que j'observe que je dois changer dans mes pensées, dans mes comportements, dans mes relations, qui fait que ça va être dur de rester arrêté. Moi, ça serait plus de questionner tes intentions à faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Généralement, quand tu es confortable dans quelque chose puis tu sais que c'est sain pour toi, tu questionnes pas tant ton comportement. Tu sais, moi, je fais des pratiques quotidiennes du matin depuis 10 ans. C'est rare, je me dis, je vais faire un défi 28 jours sans en faire. Parce que je sais que je suis dans quelque chose qui est confortable, qui est bon pour moi. Fait que l'intention est intéressante à questionner. Moi, c'est vers cette piste-là que j'emmènerais les gens. C'est quoi ton intention quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux peut-être voir que tu n'es pas sûr ou qui te questionne? Ça serait de questionner l'intention. Puis les gens, je dirais à la maison, il n'y a pas de mauvaise intention. Ça, écoute, à moins que je ne connais pas comment l'être humain peut être twisté, là, mais ultimement, si c'est juste pour ramasser des fonds puis que vous ne voulez pas réellement arrêter, faites-le. Mais c'est pas le but nécessairement de la conversation, mais c'est intéressant ce que Josée apporte. Alors, on va tourner la conversation en intégrant Lise. Lise, qui est une participante à l'unité Norémie et qui d'ailleurs fête ses 1 an d'abstinence. Je lui lève mon chapeau, qui a accepté généreusement de parler de son histoire avec l'activité que je vais vous proposer. Alors, Lise, premièrement, comment tu vas ce matin et puis qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être parmi nous auditivement? Je vais bien, je vais super bien. Tu m'entends-tu en écho? Oui, non, je t'entends très bien. OK. Je suis super contente de vous donner la chance de participer parce que pour moi, Doremi, c'est tellement important. Puis vous avez une place grandiose dans mon cœur. Puis sans vous, je l'ai faite moi le 1 an, mais sans vous, ça aurait été bien difficile.
Super, mais on est content d'entendre ça. On est reconnaissant de ta reconnaissance. Donc, ce que je propose comme activité, c'est de jouer à compléter la phrase. Et bien sûr, Lise a eu accès aux phrases, mais je lui ai dit de pas trop réfléchir. Pourquoi? Pour préserver le caractère spontané. Alors, face à quelques affirmations, Lise va compléter en fonction de comment elle perçoit les choses. Et bien sûr, nous, intervenants, en fonction de notre vécu, ou de ce qu'on entend, ou de ce qu'on sait, on pourrait également compléter en fonction de notre perspective. Alors, Lise, j'aimerais commencer par la question qui tourne autour de qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Donc, compléter la phrase suivante. Depuis que j'ai remis en question ma consommation, j'ai découvert sur moi que... Depuis que j'ai remis en doute ma consommation, j'ai découvert sur moi que oui, j'avais un problème avec une substance, mais j'avais des problèmes plus profonds, des problèmes. J'avais, oui, un problème plus profond que ça de dépendance, de codépendance, que c'était pas juste une substance toxique qui était mon problème. J'arrivais pas à gérer. J'ai appris que j'arrivais pas à gérer mes émotions, puis que je m'accrochais à n'importe quoi. J'aurais pu m'accrocher à n'importe quoi pour me sauver de ne pas me sentir. C'est que c'est ça que j'ai compris. Mais ça a pris du temps avant de le comprendre. C'est intéressant. Oui, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que c'est justement notre philosophie d'intervention ici. Tu sais, l'abstinence, ça représente à peu près 15 % de la résolution de ton problème. Puis le reste, c'est ton 85 % qui sont vraiment les causes profondes de ton comportement dépendant. Puis c'est ça qu'on travaille, tu sais, avec la fleur de dépendance. C'est quoi les causes profondes? C'est exactement ce que Lise vient de nous partager. Tu sais, il y a la pointe de l'iceberg, j'arrête, je suis abstinent, mais si je ne vais pas m'occuper de ce qu'il y a dans le fond, qui sont les causes profondes, mes probabilités de rechute ou de transfert de dépendance augmentent vraiment de façon très significative. Moi, si tu me permets, Lise, de faire du pouce, de répondre un peu à la question, ce que j'ai réalisé quand j'ai mis de côté la consommation dans ma vie, c'est que je pouvais être drôle, être un peu le clown ou être capable de faire rire les gens sans nécessairement que ça passe par X ou Y ou une méthode X ou Y. Donc, je pense que j'ai redécouvert ce côté-là un peu foufou que j'ai à l'intérieur de moi qui passe pas nécessairement par la conso. Donc, c'est ça que j'aurais peut-être pas découvert si j'étais resté, entre guillemets, gelé dans la conso. Donc, je tenais quand même à le partager. Je trouve ça intéressant. Je sais pas si vous, les filles, vous vouliez faire du pouce là-dessus. Sinon, on peut passer à la prochaine question à compléter. Super. Alors, Lise, au début, l'idée d'arrêter ou de faire une pause me faisait peur parce que... Me faisait pas juste peur, j'étais terrifiée. Sérieusement, là, j'étais terrifiée parce que j'allais chercher du courage dans la substance. Sans la substance, j'avais pas de courage. Puis sans la substance, j'existais pas. Je pouvais pas exister sans ça. Mais dans ma tête, là, dans mes croyances. Fait que moi, arrêter de consommer, c'était comme ma vie est finie. Ma vie est carrément finie. Je suis plus drôle, je suis plus le fun, j'ai plus de guts. Fait que j'étais terrifiée. Mais tranquillement, j'ai appris qu'il y a autre chose. Mais c'est terrifiant au début. Tu sais, le 28 jours, tu sais, je vais arrêter de consommer 28 jours. J'ai déjà pensé. Mais tu dis, tu fais 28 jours, puis après ça, fou, merci beaucoup, c'est fini. Oui, comme José disait. Mais là, de te le dire, c'est pour la vie, là, tu sais. Mais moi, ce qui marche, c'est de me dire aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Puis je suis curieux, Lise, est-ce que les peurs que tu avais, les appréhensions que tu avais se sont matérialisées dans leur entièreté ou finalement, c'était pas si dangereux que ça? Au contraire, je suis très, je vais me flatter. Je suis très fière de moi. On voit pas Lise en ce moment, mais elle se flatte. Là. Je me flatte. Parce que ça m'a ouvert tellement de portes. Parce que je me rendais pas compte que je me fermais des portes, puis que excusez l'expression, mais je me tirais dans le pied, je me nuisais, moi, à moi-même, en restant là-dedans, en me disant, je vais rester là-dedans, je suis confortable. Mais dans le fond, je ne l'étais pas. Puis j'étais en train de détruire tout à l'intérieur de moi.
Intéressant. Isabelle, tu vois pas Elise, mais Isabelle veut faire du pouce. Bien, en fait, je trouve ça intéressant. Puis moi, quand j'ai arrêté de consommer, j'avais peur de perdre mes relations. Puis ce que j'ai conscientisé, c'est que la consommation faisait que j'étais en train de perdre mes relations et non l'abstinence. Ce que j'ai perdu comme relation était en lien avec la toxicité versus prendre soin de moi et arrêter de consommer. Ben mon cercle a changé et j'ai créé des relations qui étaient saines de plus en plus au travers de l'abstinence, mais c'était la première chose qui me faisait peur. Hein. Fait que... C'est fort. Ce que j'ai peur de perdre en faisant un choix X, je le perds en préservant le choix Y. Exactement. Ce qui est humain au bout, mais j'aime ça dire en anglais, on est des walking contradictions. On est des contradictions qui marchent. Je poursuis la contradiction qui marche, mais qui marche pas. Dans mon cas, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était d'arrêter d'avoir du fun. Je m'étais convaincue que la seule façon où je réussissais à lâcher mon fou, lâcher prise sur ma vie, c'était d'être complètement déconnectée et en grosse consommation. Puis j'avais aussi une grande dépendance au travail, fait que je me retrouvais dans deux extrêmes. Travailler, ne penser qu'à ça, jusqu'à péter mon élastique, puis tomber dans un autre extrême complètement. Fait que arrêter la consommation, arrêter le comportement de dépendance au travail, ça s'est fait sur une plus longue haleine, mais arrêter le comportement... Aussi. Mais arrêter le comportement de consommation, ça a été une réalisation à long terme, ça s'est pas fait au début, que le plaisir, j'étais en train de m'en éloigner, justement. Plus je consommais, plus je développais ma croyance que je n'étais pas autonome dans ma capacité à avoir du plaisir, puis que je dépendais littéralement d'une substance pour me permettre de lâcher mon fou, puis d'avoir avec des énormes guillemets, un équilibre de vie. Parce que moi, je me sentais comme une femme équilibrée. Travail, conso, j'ai du fun, je travaille, tout est beau. Dans le dictionnaire, c'est ça la définition, là. Fait que ce qui me faisait le plus peur, c'était justement dans ma fausse croyance que moi, je pouvais pas avoir de plaisir sans consommer. Ça a été une très belle réalisation, mais il y a eu une période, ma foi, houleuse une crise pour identitaire, retrouver mon autonomie à avoir du plaisir. Tu sais, la consommation puis les comportements dépendants, c'est des grands menteurs. Hein? Puis on finit beaucoup par les croire. Moi, je me suis retrouvée dans ma vie, moi, j'ai eu beaucoup de dépendance. Puis je me disais, si je fais pas ça, comment je vais gérer mes émotions puis l'anxiété? Qu'est-ce que je vais faire avec ça si j'arrête mes substances puis mes comportements dépendants? Puis ma croyance que j'étais incapable de gérer adéquatement mes émotions m'a maintenue dans ces comportements-là très longtemps, parce qu'une des grandes peurs qu'on a, les dépendants, c'est toute la relation avec nos émotions. C'est à peu près l'affaire qui nous fait le plus peur au monde. Donc, cette peur-là faisait en sorte que je me disais, mais je vais être incapable, comment je vais faire ça? Fait que Lise, c'est un peu ce qu'elle raconte. Le fait d'avoir arrêté de consommer lui a permis de prendre contact avec elle puis de se trouver des compétences dans sa gestion de ses émotions. Au lieu de les geler, ben je vais commencer par les accueillir, les ressentir, apprendre à les nommer tranquillement, puis apprendre à les exprimer d'une façon qui est plus saine. C'est vraiment qui suis-je profondément sans la substance. Puis des fois, la réponse nous effraie. Je dis des fois, souvent, la réponse nous effraie. Alors, Lise, une prochaine affirmation que je t'invite à compléter. Ce que je croyais impossible avant de ralentir ou arrêter ma consommation, mais que je sais maintenant réalisable, c'est... C'est tellement beaucoup de choses, là. Ça a l'air nono à dire, mais c'est beaucoup de choses. C'est je croyais que, tu sais, des soupers, ça serait plus pour moi. Je pourrais plus jamais aller au restaurant pour avoir du fun. C'était que j'aurais pas de courage de faire quelque chose puis de passer à travers d'événements qui sont difficiles, mais qui sont là. Dans la vie, il y a des événements difficiles, il y en aura tous les jours, il va en avoir tous les jours. Mais moi, je me croyais incapable de passer à travers ça. Tu sais, j'avais mal, j'avais pas confiance en moi, puis tout était... je passerai jamais à travers, je vais perdre tous mes amis, je fais donc pitié, j'étais dans la victimite totale au lieu de me rendre compte que je peux être dans la guerrière, mais positive, là, pas guerrière,
pas guerrière, comme je vais vous péter la gueule à tout le monde, excuse mon langage, là. Ou tu sais, je suis capable de Derrière, tout, puis je je vais vais m'en aider. sortir tout seul, là. C'est comme un courage ou une force qui est raisonnable pour toi, là. Oui, exactement. J'ai rien perdu. J'ai tout gagné. Mais ça prend du temps avant de réaliser ça, tu sais. J'avais l'impression, en arrêtant de consommer, que je perdais beaucoup, beaucoup. Puis, avec le temps, ben, t'apprends à vivre, t'apprends à prendre tes responsabilités, t'apprends à arrêter d'être menteuse, parce que j'étais vraiment menteuse, hein. T'apprends d'arrêter de mentir aux autres, de te mentir à toi. Tu te sens pas bien parce que tu fais juste mentir, puis te mentir. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, que tu considères possibles, comme être franche, comme être honnête, comme être transparente, comme être capable de gérer, de traverser des périodes plus difficiles au niveau émotionnel. Et tout ce que tu anticipais comme étant inatteignable, t'en as eu la démonstration que ça l'était. Donc, je pense que le message est clair pour ceux et celles qui hésiteraient, que non, ça ne veut pas dire que ça va être le gros soleil tout le long, mais que clairement, à travers, pour faire une petite image cucu, là, clairement, à travers les nuages, il y a des rayons qui vont se manifester, puis je peux bâtir ma résilience en fonction des succès que je vis, là, littéralement. Oui, puis, tu sais, je sais que vous utilisez ça beaucoup, puis grâce à vous autres, mais tout partout, tu sais. Mon coffre à outils, là, avant, il y avait un marteau puis un tournevis dedans. C'est ça que j'avais dedans, tu sais, sérieusement, là, tu sais. Puis, je pensais que j'étais pour faire ma vie avec ces deux outils-là, moi, je pense. Mais j'ai appris. J'ai été capable de construire mon coffre à outils, puis des fois, ça prend de la chaleur, des fois, ça prend... Tu sais, il est rempli, là, puis je le remplis à tous les jours. Tous les jours. Fait qu'à la fin des jours, je vais avoir une méchante armoire d'outils, là. T'es rendu une femme à tout faire. Mais moi, ce que je vois de ce que Lise, tu es en train de nous partager, c'est que tes outils, tu n'es pas juste en train de les accumuler, tu les utilises. Et c'est ça qui fait la différence. Ben, tu parles de tous les outils que tu as acquéris. Ça m'amène à la dernière affirmation que je t'invite à compléter, Lise. Le plus grand cadeau que m'a offert mon choix, c'est... Le plus grand cadeau que m'a offert mon choix, et là, vous allez me trouver plate, mais je déteste dire que dans l'abstinence, tu vas avoir plein de cadeaux, tu sais. Parce que moi, je crois pas au Père Noël. Fait que je J'espère qu'il n'y crois a pas pas d'enfants qui nous au Père écoutent. Noël. Mais moi, maintenant, je me dis, les cadeaux, c'est moi qui les donne. Les cadeaux vont venir de moi, puis moi, je les mérite. Parce qu'avant, je me disais, je mérite pas ça, tu sais. Le Père Noël m'a ramené, je sais pas, moins 1000 piastres, là. On va faire ça simple. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je mérite pas ça, moi. Tu es capable de Mérite pas ça, prendre je et de le laisse aux recevoir. autres. Les cadeaux, je les mérite parce que je les travaille. C'est pas nécessairement un cadeau matériel, ça peut être l'amour de l'autre, le support de l'autre, Non, ce genre de c'est ça. choses-là. Quand on se considère pas digne d'être aimé ou digne d'être respecté, ben on a beau recevoir ces choses-là, ben on n'est pas capable de les intégrer au fond de nous. Puis ce que je comprends de ton Non, puis discours, c'est que tu es capable aujourd'hui. Moi, recevoir des cadeaux, ça égale aussi à ça ne viendra pas du ciel, tu sais. C'est ça que j'ai dans la tête. Puis je suis consciente que c'est bien plus le fun. C'est bien plus le fun de travailler pour puis d'apprendre. Je comprends. Mais vraiment, merci Lise de ce partage-là puis de l'authenticité avec laquelle tu partages les choses. Je pense que c'est important d'entendre le point de vue extérieur également d'une personne qui a aussi bénéficié des services à l'unité Don-Rémy. Si tu me le permets, je vais aller voir l'équipe pour le dernier segment, à savoir si vous aviez le segment qu'on appelle la boîte à outils. Alors, si l'équipe a... Ça, c'est le moment où je plug le petit jingle. Alors, Lise, je t'invite à te muter. Et les filles, je vais vous entendre à savoir si justement, là, par rapport à... on a abordé ces sujets-là bien avant, là, au début de la séance. Je voulais voir si vous avez quelque chose que vous voulez ajouter en termes d'outils pour que les gens puissent repartir avec quelque chose aujourd'hui. Moi, c'est pas tant un outil qu'un rappel, qu'un chemin de rétablissement, c'est pas linéaire. Puis, c'est pas pour rien que dans les fraternités, il y a un mode de vie qui est le 24 heures.
Et Lise, elle en a parlé, puis je pense que ça, c'est un rappel important. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise journée qu'il faut jeter par-dessus bord tout le parcours qu'on a fait. Puis c'est pour ça que ça prend des lieux, des endroits où je peux venir me ressourcer avec des gens qui vont m'aider à continuer mon chemin de rétablissement. Donc, vraiment se rappeler que c'est pas linéaire puis que le support est important quand je décide de changer un comportement dépendant ou d'arrêter une substance. Super. Les filles, est-ce qu'il y a un outil que vous vouliez ajouter? Bien, on parlait de prise de conscience tantôt. Hein. Moi, derrière chaque prise de conscience, il y a un nouveau positionnement. Hein. Fait que je dirais conscience, décision, action. Hein. On conscientise, on prend une nouvelle décision basée vers où on veut aller, puis on regarde comment des actions concrètes peuvent changer la route pour aller vers ce qui est bon pour nous. Sophie? Rapidement, je ramène l'élément de bienveillance que je nommais tantôt par rapport aux 24 heures, par rapport au cheminement qui n'est pas linéaire. Quand il m'arrive un écart de parcours, qui peut être un écart, qui peut être une rechute, qui peut être une déception face à mon propre comportement, j'ai deux choix. Je peux me taper sa tête, je peux me dévaloriser, ou je peux accueillir que c'est ça la réalité, que je peux pas retourner en arrière, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Souvent, quand on se tape sa tête, on est en train de s'enlever de l'énergie précieuse qui pourrait nous aider à continuer à avancer puis à se demander qu'est-ce que je veux faire de différent la prochaine fois. Fait que pour moi, quand je le vois d'un point de vue quasiment pragmatique, OK, il est arrivé une bad luck, il est arrivé quelque chose que j'ai pas aimé dans mon propre comportement, mais là, Sophie, où est-ce que tu vas mettre ton énergie? Parce que tu peux aller mettre ton énergie à te taper sa tête puis te dire que t'es pas contente puis que t'aurais aimé ça faire ça différemment. Mais c'est-tu vraiment là que tu gagnes à la mettre, ton énergie? Elle est précieuse, fait que va la mettre là où ça va te faire du bien. Fais-toi un câlin, demande-toi ce que tu veux faire de différent, puis on continue. Super. Et moi, on risque de me répéter de faire la bonne vieille balance décisionnelle, mais d'une autre manière. Dans le sens où, d'un côté, je reprends les peurs ou les pertes qui sont réelles et ceux qui sont imaginés, un peu dans le même sens que le deuil, et de voir un peu, ça va me ramener à qu'est-ce qui se trouve entre moi et la mise en application d'un tel objectif ou d'une telle solution. Donc, les peurs qui sont réelles et les peurs imaginées, de juste faire la distinction entre les deux. Et ce qu'on va réaliser souvent, c'est qu'il y en a beaucoup plus dans une colonne que de l'autre. Alors, Lise, je te remercie encore de ta présence. C'est le moment où je te flush. Attends avant de la flusher. Ah. Lise, j'ai très hâte de te revoir parce que Lise, c'est une qui fait les plus beaux hugs au monde. Alors, j'ai hâte d'avoir un gros hug de toi, Lise. J'ai été vraiment très inspirée. J'ai été vraiment très inspirée par ce que tu as partagé. Tes métaphores sont incroyables, puis les mots que tu as nommés m'ont vraiment touché de droit au cœur. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, Lise. Merci beaucoup, Lise. C'est vraiment ta participation, merci Lise. à vous aussi. Alors, bye, Lise. Et nous, on va assurer la conclusion. Alors, les filles, c'est sur ce que conclut, bien sûr, notre podcast, troisième épisode de la saison 2. Alors, bien évidemment, merci à tous de votre écoute. On va continuer de mettre en œuvre nos ressources pour enregistrer d'autres épisodes. Et n'oubliez pas, c'est dans la balade au cœur du rétablissement que la liberté vous attend. Notre équipe, elle est là pour vous. On est situé au 56 rue Turgeon à Sainte-Thérèse, où je vous invite à fréquenter notre site web au www.donremysainte-thérèse.com. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye, à la prochaine. Au revoir.